Toujours chaleureux. Merci aussi aux artistes d'être présents aujourd'hui et à tous ceux qui ont aujourd'hui pris sur leur temps pour être présents sur ce moment qui est extrêmement important, qui est pour moi aussi extrêmement symbolique. Pour répondre à Madame la conseillère régionale, je vais citer Georges Braque qui dit « J'aime la règle qui corrige l'émotion et j'aime l'émotion qui corrige la règle ». Je voudrais juste rappeler un ou deux points qui pour moi sont essentiels et qui va reprendre les propos de Madame la Présidente en partie. Il y a un mot-clé, je crois, qui sous-tend toute cette action, c'est l'alliance. L'alliance entre différents univers qui n'ont pas nécessairement comme objet le partage initial, mais qui ont voulu converger pour partager, pour le bénéfice des élèves, de ces jeunes, pour le bénéfice aussi de la culture et des arts. Donc il y a réellement une alliance, comme dans le système éducatif, cette alliance entre l'État et les collectivités territoriales, qui est là dès la naissance de cette école de la République, qui est issue de la Révolution française, je le rappelle. Donc finalement, cette alliance qui nous permet de nous réunir aujourd'hui est une alliance qui est gagnant-gagnant pour tous les partenaires. J'ai deux maraudes dans cette académie. Lorsque le ministre m'a demandé de prendre l'animation de cette académie, qui est une académie complexe, vous le savez, avec de réelles disparités, avec des territoires qui souffrent, d'autres un peu moins, mais avec réellement des défis que l'on doit relever collectivement. Je me suis dit, est-ce que je peux retourner à Marseille, parce que je suis Marseillais, avec une autre casquette et avec cette capacité à animer les énergies et les univers. Je n'ai pas réfléchi longtemps, puisque quasi instantanément, j'ai répondu à Monsieur le Ministre, j'accepte la mission que vous me confiez, ça va être extrêmement complexe, mais dès que j'ai pris ma casquette de recteur l'été dernier, l'été 2013, je me suis rapidement aperçu qu'il y avait beaucoup d'acteurs locaux qui ont cette énergie et qui sont dans la relation à l'autre. Et finalement, lorsqu'on prend un peu de recul, on s'aperçoit que l'école, c'est quoi? L'école, c'est avant tout la relation à l'autre. La relation à l'enseignant, la relation avec la connaissance, la relation avec les partenaires, la relation avec les familles, la relation avec l'art, la relation avec la culture. L'école, c'est relation. Vraiment, je vous assure, quand on regarde et qu'on étudie réellement ce qu'est l'école, c'est la relation, avant tout. Et on est ici dans un dispositif qui a été, entre guillemets, sélectionné par le temps, 20 ans. Le temps, moi, biologiste, je sais qu'il est utile parce qu'il façonne les paysages, il façonne les gens, il façonne aussi les relations. Et quand il y a des relations qui perdurent au-delà de 20 ans, c'est que ces relations nourrissent tous les protagonistes. Mais, vous l'avez aussi évoqué, le temps n'est pas le simple paramètre qui permet de faire perdurer une action. Il faut que cette action et cette relation soient nourries par des gens. Madame la Présidente, je voudrais vous remercier officiellement au nom de l'Éducation nationale pour avoir animé cette action. Pas seule, certes, vous avez une assistante, mais vous avez aussi pas mal de partenaires. Mais il faut aussi porter cela. Et il faut aussi que, on l'a vu, Monsieur le Proviseur porte cette action, les collectivités, la mairie, la région portent cette action, les autres services de l'État avec la DRAC portent cette action, les artistes la portent également. Il faut aussi que chacun ait conscience que rien n'est acquis pour toujours. Quand j'entends passage de l'art, j'entends mouvement, j'entends dynamique et j'entends instabilité. Mais l'instabilité, ça peut tomber vers quelque chose qui se construit et qui grandit, ou vers quelque chose qui périclite. Quoi qu'il arrive, l'instabilité est source de changement, est source, on va dire, de réflexion, de questionnement. Et moi, ce que j'aime bien avec l'art et la culture, vous savez, quand j'étais à Marseille, j'étais dans les quartiers nord, il n'y avait pas l'accès à la culture. Je crois que j'ai mis les pieds dans le théâtre du Merlan seulement au cours des assises de l'éducation prioritaire. Pas du tout avant, alors que j'habitais à proximité. Ce qui veut dire que pour moi, l'accès à l'art et à la culture est essentiel. Vous avez dit que ça permet d'ouvrir effectivement l'esprit, ça permet aussi de se questionner. Monsieur l'artiste, vous avez évoqué l'idée que certains jeunes trouvaient ça très moche, mais ce qui est intéressant, c'est de questionner le pourquoi. Le pourquoi et pourquoi ils expriment cette position. Et du coup, leur envoyer un miroir pour qu'eux-mêmes se questionnent. C'est tout l'objet aussi de cette relation à l'autre, mais aussi à soi. Et c'est vraiment l'objet même de l'école, construire cette réflexion et cette réflexivité
qui permet de se positionner comme citoyen au cœur d'une société. C'est tout l'enjeu de l'école et tout l'enjeu des partenariats que l'école arrive à structurer avec l'ensemble de l'écosystème dans lequel elle évolue. Je ne vais pas être très long, je voudrais terminer. J'ai revu récemment une vidéo de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui nous a quittés il y a quelques temps, Édouard Glissant, pour ceux qui le connaissent. Et Édouard Glissant, à la fin de sa vie, s'intéressait au vivant. Il y avait une phrase que je souhaitais partager avec vous. Je la citais à l'époque en ayant plus tout à fait, on va dire, en tête le propos qu'il souhaitait. Il disait, avant de mourir, « Rien n'est vrai, tout est vivant ». J'aimais bien cette phrase, moi qui suis biologiste, puisque tout dans le vivant est mouvant, tout est évolutif. Donc j'aimais bien cette phrase en disant « Rien n'est vrai, tout est vivant ». Ça sous-entendait que rien n'est stable, tout évolue. En fait, non. Quand on regarde un peu sa vidéo, il dit « Rien n'est vrai », V avec une majuscule. Le vrai, c'est-à-dire inaccessible. Quand il parle du vrai, il parle de l'inaccessible. Et donc il disait « Rien n'est inaccessible, tout est vivant ». C'est tout l'enjeu de ce partenariat et de cet échange et de cette alliance éducative. Merci encore à toutes et à tous. Je crois que c'est l'une des exceptions, en tout cas, c'est ce qui rend en fait plus qu'une expérience, cette situation en tout cas tout à fait remarquable. Je suis très content évidemment de lancer avec Lise Madar, la présidente, cette nouvelle saison qui j'espère sera aussi riche que les 20 dernières années, et puis très content d'accueillir à la fois le public de l'éducation nationale, le public des artistes, le public du quartier, éventuellement de la ville de Marseille, puisque on sait qu'à travers le réseau du passage de l'art, on accueille des gens venant et des réseaux venant de bien au-delà en tout cas que le 7e arrondissement. Nous sommes évidemment très ravis et vraiment très heureux d'accueillir monsieur le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille, madame Françoise Bartissol qui représente Denis Louche, le directeur régional des affaires culturelles, madame la déléguée académique à l'action culturelle également, monsieur le Dazen, monsieur Guichard, le Dazen des Bouches-du-Rhône, madame Trégan qui est aussi un fidèle soutien du passage de l'art, et puis madame Ferro-Grégory qui est l'adjointe de la maire de Marseille qui notamment s'intéresse, qui a en charge le dossier de l'art contemporain et de l'opéra, voilà, pour ce qui nous concerne. Et puis donc on est très content évidemment d'accueillir les fidèles du passage de l'art, et puis des nouveaux venus, puis des partenaires également qui ont l'habitude de travailler depuis quelques années, parfois depuis 20 ans, avec cette institution, puisqu'on peut parler effectivement d'institution. En tout cas, c'est un vrai plaisir de lancer cette saison artistique culturelle, et à travers le passage de l'art, je salue évidemment le travail de Lise Madar, je salue le travail d'Emmanuel qui va bientôt nous quitter, Emmanuel Germain qui a fait un travail également formidable à ses côtés, jusqu'encore dans les prochains jours. Et en tout cas, le lycée du Rempart, à travers ce bel outil, contribue au rayonnement d'une politique culturelle académique qui s'inscrit dans un territoire. Au cœur d'un lycée centenaire, dont le cœur de métier est l'enseignement technique et scientifique, les différentes expressions de l'art ont leur place. C'est même l'un des leviers pour offrir à chaque jeune un égal accès à une culture artistique personnelle. Le lycée est partie prenante de dispositifs partenariaux pour favoriser l'accès de nos élèves, dont beaucoup sont issus de quartiers défavorisés, à l'opéra, au cinéma, à la rentrée en images, à la création contemporaine, grâce notamment au passage de l'art. Dans quelques temps, nous espérons peut-être avec l'ouverture souhaitée d'une option cinéma et audiovisuel. Madame Panton, qui porte aussi ce projet, est présente parmi nous, parce qu'il faut à un moment aussi des hommes et des femmes pour porter les projets dont on discutait tout à l'heure avec M. le recteur. L'éducation et la culture contribuent grandement à la lutte contre les inégalités, au sentiment d'appartenance, au vivre ensemble. Si le terreau est fertile, c'est parce qu'il y a des partenaires, des artistes, des collectivités locales, qui soutiennent l'ensemble de ces projets, parce qu'il y a aussi une collaboration forte entre les services de l'État, et tous ensemble s'inscrivent dans une politique de territoire. Depuis 20 ans, au sein même du lycée, le passage de l'art est un acteur reconnu qui contribue à créer des ponts entre les jeunes, les établissements scolaires et l'artiste. Cette action dans la durée est exemplaire et remarquable. Le lycée du Rempart y contribuera à sa mesure, j'en suis le garant encore pour cette année. Et puis, voilà,
il y a une grande continuité, en tout cas, les proviseurs passent, mais en tout cas, l'action des proviseurs et des équipes, en tout cas, est fidèle. Et puis on sait que vous êtes là, Dispaders, aussi pour éventuellement faire en sorte que ceux qui ne sont pas convaincus le deviennent. Je souhaite en tout cas que cette année, ce lieu, cette association favorise encore davantage l'ouverture au public, notamment aux jeunes publics. On parlait tout à l'heure de l'accueil des maternelles, on pense évidemment aux élèves du lycée du Rempart, mais on pense aussi aux élèves de tous les quartiers de Marseille. Je pense que c'est important. Je voulais vraiment dire encore ma grande satisfaction, mon grand plaisir de vous voir ici, monsieur le recteur, à vos côtés. Et puis je voudrais aussi et surtout adresser les plus grands remerciements à Elisabeth pour toute son action au sein du lycée et puis au sein du passage. Voilà, je vous remercie. Monsieur le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille, chancelier des universités, monsieur l'inspecteur d'académie, Madame la chargée de mission à la DRAC, Madame la chargée de mission au rectorat, Madame l'adjointe au maire de Marseille, déléguée au théâtre de l'Opéra et à l'art contemporain, Madame la conseillère régionale déléguée à l'emploi, Mesdames et Messieurs, merci de votre présence. À l'occasion du vernissage de Nicolas Desplat, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est avec beaucoup d'émotion que nous inaugurons ce soir la nouvelle saison culturelle du Passage de l'Art. Oui, je l'avoue, non sans impudeur, ce soir, ce que je ressens, c'est ce qu'Albert Cohen définissait comme l'ivresse. La véritable ivresse, celle qui nous monte à la tête lorsque l'on se sent vivre. Ce soir, au sein de ce très beau travail, sans vacarme et sans charivari, au sein de ces espaces qui nous interpellent et semblent vouloir dire que ce que nous voyons n'est pas ce que nous voyons, clamant la dualité, voire une résistance à l'image présentée, c'est ce sentiment-là que je vous confie et que nous souhaitons partager avec vous ce soir, mesdames et messieurs. Monsieur le recteur, votre présence ce soir nous honore grandement. Le Passage de l'Art est heureux de vous accueillir et de vous présenter ce lieu d'exposition et de réflexion sur l'art contemporain et bien sûr le travail de Nicolas Desplat. Recevez l'expression de notre respect, veuillez accepter nos remerciements. Votre présence, Madame l'adjointe au maire, ainsi que votre présence, Madame la conseillère régionale, sont le témoignage de votre soutien et de cette fidélité qui nous a permis de tisser avec vous des liens d'amitié. Nous sommes heureux, bien sûr, d'accueillir Madame Marie Delouze, directrice académique de l'action culturelle au rectorat, Madame Françoise Bartissonne, chargée de la mission à la DRAC et représentant la direction régionale des affaires culturelles, ainsi que Madame Christine Quentin, chargée de mission au rectorat. Je salue bien évidemment la présence de Monsieur l'inspecteur d'académie. Je salue également la belle présence de ce soir de deux personnalités du monde de l'art et de la culture, Monsieur Hervé Castanet, professeur des universités, psychanalyste, auteur de très nombreuses parutions, Monsieur Bernard Montaner, enseignant, critique d'art, ancien directeur du FRAC et éditeur du catalogue du Passage de l'Art. Je regrette également, bien sûr, l'absence de Pascal Urbain, architecte, qui a eu un empêchement de dernière heure. Je voudrais, mesdames et messieurs, très brièvement, présenter la programmation du Passage de l'Art pour la présente année scolaire. Nous avons prévu 5 expositions d'art contemporain, et des travaux très divers, mêlant sculpture, peinture, installation, dessin, en invitant de jeunes artistes déjà bien présents sur la scène artistique régionale, nationale, mais aussi des artistes présents sur la scène internationale, comme l'artiste et écrivain grec Démosthène Davetas. Certaines expositions seront accompagnées de tables rondes ou de lectures, mais aussi de moments musicaux, telle la présence de l'artiste lyrique Muriel Tomao pour le vernissage de Davetas. Ces expositions s'échelonneront jusqu'à la naissance du printemps, qui verra alors s'installer dans la ville de Marseille et extramuros
donc environ 25 lieux, collèges et lycées et lieux de ville. La manifestation intitulée L'art renouvelle le lycée, le collège, la ville et l'université, autour de la nouvelle thématique sur laquelle j'ai enfin jeté mon dévolu et intitulée Géographie du paysage. Un paysage envisagé sous une approche contemporaine en fonction de nouveaux critères et de nouveaux enjeux. Plus de 25 artistes seront invités à travailler dans les établissements scolaires et les lieux de ville autour de cette thématique. L'appel à candidature est déjà lancé. Le colloque de formation qui structure de manière théorique cette manifestation aura lieu dans l'auditorium de la grande bibliothèque de l'Alcazar. Par ailleurs, je dirais que le prochain catalogue témoin des manifestations antérieures sur l'excès et les de Marseille vous sera présenté prochainement. Nous avons également prévu 2 conférences sur le cinéma, et je vous rejoins en ce sens, monsieur le professeur, intitulées Contre-temps et au-delà des temps opposés. Enfin, et très rapidement, cher Nicolas, je reviens vers vous, car en effet semble se conjuguer dans votre travail le naturel et l'artificiel. Cette volonté de cerner la peinture, de cerner l'objet peinture, dans des constructions empruntées à la nature, et qui évoluent pour mieux embrasser le paysage, pour mieux rapprocher ou mettre à distance l'espace plastique, ou pour mieux souligner, malgré la fuite et la liquidité de la peinture, ce que disait Kandinsky, à savoir que l'élément originaire de la peinture, le point, est immobilité et calme. Les formes s'achèvent, les matières jamais. La matière est le chêne des rêves infinis, nous dit Bachelard. Ce travail de mise en abîme de la peinture, cette jouissance du détournement, de la déconstruction, ce jeu sur la confusion, ce jeu avec le regardeur est une aventure pour l'œil. Nous sommes séduits par l'imposture. Vous vouliez travailler sur le ratage en peinture. Voilà, Nicolas, un ratage réussi. Je vous remercie. Et puis, je me tourne vers vous, monsieur le proviseur, pour vous remercier très sincèrement du soutien que vous nous accordez depuis le début de votre prise en fonction dans l'établissement. Vous avez d'emblée adopté ce lieu et vous avez ainsi contribué à son épanouissement. Recevez l'expression de notre gratitude et de notre respect. Je souhaite également, bien sûr, remercier les institutions qui soutiennent ce lieu depuis sa naissance et nous permettent, bien sûr, de poursuivre notre action culturelle et artistique. Je remercie donc le rectorat et la DAC, la ville de Marseille, la DRAC, le ministère de la Culture, la région, le Conseil général, la Caisse d'épargne et la Fondation Économie. Je remercie les intervenants qui donnent aux œuvres présentées cette dimension critique, indispensable au travail des artistes et qui nous permettent de mieux voir. Nous en aurons un petit aperçu tout à l'heure. Je remercie monsieur l'intendant du lycée du Rempart pour l'intérêt qu'il porte à ce lieu et son aide, ainsi que les agents du lycée pour leur gentillesse et leur participation. Je remercie le lycée La Floride et M. Bouteloup pour ce partenariat engagé avec le Passage de l'Art pour le transport des œuvres de Nicolas. Je remercie enfin ma chère assistante, Emmanuelle Chernon, pour le travail intelligent, sérieux, effectué à mes côtés avec cœur et avec un engagement sans faille. Merci, Emmanuelle. Je conclurai sur ces mots qui, en grec, signifient beau et beau. Kalos, kagatos, et auront, souhaitons-le, le pouvoir de combattre l'indifférence, notre plus grand ennemi. Je vous remercie. Je suis ravi de vous avoir entendu sur ce que vous avez dit sur moi. Je partage tout à fait et la phrase de Braque aussi, qui disait également, je ne peins pas les objets, je peins ce qui est entre les objets. Parce que c'est entre qui fait la relation. Sinon, on est dans un impact qui n'est pas très vivant. Alors, on m'a demandé de faire le cours. Alors, c'était plus gros. Hein,
Juste une petite parenthèse, parce que je me demande pourquoi Lise nous demande d'intervenir, à nous extérieurs, alors qu'elle parle très bien de la peinture, et chaque fois, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choses à rajouter. Merci. Donc, alors, ici, vous voyez cette exposition, rapidement, on peut dire qu'il n'y a que des tableaux de même format, sauf un, qui est beaucoup plus grand. Il pose déjà la question de sa grandeur, de sa place dans l'espace. Vous remarquerez, ou vous allez remarquer, que ce tableau qui est ici est la reproduction agrandie du tableau qui est là. Donc il y a une espèce de dialectique entre le grand et le petit, et surtout la reproduction qui n'est pas de l'origine, ce qui n'est pas forcément vrai. Alors, le titre de l'exposition s'appelle Imposture 2. Plus exactement, parce qu'il m'a fait remarquer, et je l'ai souligné après, Imposture, point 2. Le titre, c'est la reproduction comme autre réalité d'une œuvre. Nicolas Desplat pose la question de la perte d'information qui se trouve dans une reproduction, car elle opère une distanciation avec l'original. Toute reproduction dans un livre, quel que soit le meilleur niveau de photographie ou d'impression, ne peut donner à voir que ses propres limites. Une réduction du format de l'œuvre, une indéfinition dans les détails, la perte de la lumière que donne en réalité la peinture issue de pigments et qui peut être reproduit par exemple l'imprimerie, la texture également du support. La reproduction d'une œuvre, et plus particulièrement dans un livre, est une imposture, un mensonge de l'œuvre, un simulacre, un palersatz qui se bat avec la réalité qui a fait naître, une supercherie, une mystification, une escroquerie, si on la place dans une comparaison inconfortable. Cependant, c'est souvent par la reproduction que nous accédons à l'œuvre d'art, car elle est viatique, pouvant susciter le désir d'aller voir ailleurs ce qui nous est caché dans l'image imprimée, et ce qui nous est peut-être promis d'espérer, de face à face avec l'œuvre originale. Nicolas Desplat inverse ici le schéma. Il fait de la reproduction un agrandissement de l'original. Le procédé a pour but d'agrandir ce qui, dans l'original, se fait ténu parce qu'il a été réalisé dans un format relativement petit. La reproduction va alors dévoiler ce qu'habituellement elle cache, les détails de l'œuvre. Ce hors-échelle, 3,40 m par 2,30 m, nous met déjà dans le tableau et non pas devant, car ces dimensions englobent le corps du spectateur. Alors, pris par cette surface inhabituelle d'une reproduction, nous voyageons sur la trace du geste imprimé, sur les coulures du pinceau, les révélations des ficures éparses, les transparences indicibles, les gouttes de peinture accidentelles, une certaine énergie de l'écriture gestuelle. Nous sommes devant une autre œuvre. La mise en espace dans la galerie du passage de l'art présente de façon claire cette différence entre l'original et sa reproduction agrandie en les plaçant diamétralement opposés. D'un côté à l'autre, il y a une dialectique qui s'instaure entre l'original et sa copie. Ce dialogue est situé dans deux espaces opposés qui prend en compte les parties formelles et sémantiques des images antagonistes, ne se résout pas dans la complémentarité des oppositions. Ce ne sera pas ce qui manque dans l'une des images et qui officie dans l'autre qui pourra circonscrire le discours. Les deux acteurs ne finiront pas de converser, laissant le champ libre à nos spéculations interprétatives. L'imposture de la reproduction que souligne Desplat en tant qu'elle n'est pas l'œuvre, mais qui se voudrait l'équivalent, pourrait trouver son prolongement, plus exactement son antériorité dans l'histoire même de la peinture. Peindre serait peut-être la première imposture, puisque vouloir représenter le réel au copier serait, par l'intention du peintre, de le reproduire, de l'imiter de la façon la plus proche de la réalité. Or l'art n'est jamais la reproduction pure et simple de la réalité, comme la reproduction n'est jamais la pure et simple réalité de l'œuvre d'art. Mais reproduire, c'est reproduire, on le sait, c'est-à-dire produire à nouveau, produire du nouveau. Une reproduction a donc sa propre autonomie, sa propre réalité, sa propre originalité. La grande reproduction que l'artiste nous propose comme questionnement est peut-être autant l'œuvre que l'original dont elle est issue. Elle peut se valoir d'un équivalent artistique. Je coupe, et on notera, les gens vous êtes attentifs, on notera par la grande reproduction sauvage quelques différences, comme certains gris colorés, etc., qui on dirait du chaud au froid. Ce que vous disait Nicolas, c'est qu'il faut souligner le titre en entier.
entier, c'est-à-dire imposture, point 2. Et à ce moment-là, imposture, point 2, mais pas le chiffre, DE, s'entend alors comme une réversibilité, point d'imposture. S'il n'y a donc pas d'imposture, cette reproduction en perdant son statut de duplication sera bien de l'ordre de l'œuvre d'art et de l'œuvre originale. Ce va-et-vient entre affirmation et négation peut s'analyser aussi dans la série des peintures qui accompagnent l'exposition. Les montagnes que l'artiste peint se veulent une référence de la montagne avec ses caractéristiques reconnaissables par tous, connotant par là le thème du paysage en peinture. Mais lorsque la montagne est exprimée sous le pinceau de l'artiste et a pris sa place dans la toile, l'éclabousse de giclure, de traces nerveuses blanches ou colorées avec le désir de la faire disparaître sous une écriture abstraite afin d'en entamer son absence. Ce geste pictural a pour effet de redonner à voir pleinement la peinture et de la remettre en sujet. La reproduction, l'imitation de la montagne s'efface au profit de ce qui l'a fait apparaître en premier, la trace du pinceau. La grande reproduction va accentuer la présence du balayage de la peinture, mettant l'écriture gestuelle au premier plan du propos en s'appropriant cette révélation grâce à la technologie de sa fabrication. La reproduction que je vous ai montrée pourrait alors agir comme un arrêt sur l'image, un arrêt sur la figuration, instaurer un entre-deux, une suspension entre figure et abstraction, comme un éloge fait à l'effacement. Vraiment, il y a l'indulgence de Lise Matard de l'inviter assez souvent. Ce n'est pas une compétence particulière, mais il est venu une idée. Faire intervenir les universitaires pour légitimer le travail et donner un savoir. Je pense qu'à notre niveau, c'est justement ce que nous ne devons pas faire. Mais inverser la perspective, quelle est la question que la représentation nous pose. Puisque M. Laberthe est biologiste, j'ai eu l'occasion, vous enseigner à l'époque à Diderot. Bon, moi j'étais à Paris 8, il y avait Paris 7, etc. Et donc parfois nous avions des débats. Et sur cette question de la représentation, pour lui donner un petit peu une acuité, ça pas simplement les tableaux. Bien sûr, il y a les tableaux, il y a les représentations, il y a le flou, il y a le ratage, etc. Et c'est pour faire entendre comment la représentation qui semble s'étaler dans le visible, l'évident, c'est là, c'est du vrai, ça pose une question et qui intéresse aussi les scientifiques. Je me rappelle un débat, j'étais avec le professeur Sitka, ancien président du Comité national d'éthique, on a intervenu. Et il y avait un autre universitaire, peu importe le nom, ça n'a aucun intérêt, qui montrait au tableau le cerveau avec les localisations cérébrales, vous avez travaillé à l'INSERM, vous avez des rapports en études CNRS, etc. Et bon, vous savez qu'avec Internet, on sait tout. On sait tout, oui. Le droit le dit, monsieur le droit le dit. C'était il y a peu de temps, Madame la ministre Fioraso qui vous a accueilli avec ses termes sur votre carrière. Il suffit de s'y reporter, tout le monde est visible. Et justement, vous voyez que ça vient au cœur de la question. Qu'est-ce que c'est la visibilité où on peut savoir en quelques instants qui a fait quoi? L'idée, elle est là. C'est qu'au fond, on nous présentait le cerveau. Et avec un laser, celui qui faisait l'intervention nous montrait une tache rouge et en disant, vous voyez, là c'est l'autisme. Donc c'était une localisation cérébrale, et l'autisme est un débat, débattu avec l'INSERM, on travaille avec eux, etc. Donc c'est quoi cette histoire? C'est qu'on disait, mais oui, l'autisme, c'est rouge, c'est marqué, c'est au tableau, c'est localisé, des vieilles localisations à la Broca qui revenaient aujourd'hui. Et tout le monde disait, mais oui, c'est là, comme si on remontait sa chemise et que dans le pur discours médical classique, on montrait les formes cliniques du psoriasis éminemment visibles. Et l'autisme, au fond, c'était la même chose avec la tache rouge. Vous savez que ça prend souvent les formes rouges, évidemment, de l'irritation, et c'était au tableau. Bien évidemment, la question qu'on pouvait se poser, si Karl a essayé d'articuler ça, parce qu'on avait un désaccord universitaire, mais il y a des enjeux politiques, au sens politique de la recherche. C'était qu'au fond, le rouge, ce n'est pas ce que vous observez comme représentation dans le cerveau, mais c'est une modalité de coloration de l'image.
Et que ce qui apparaissait comme la chose même, c'était une représentation, alors on pourrait dire, le rouge, c'est une tache, c'est un ratage. Et si déjà vous interprétez le rouge, non plus comme c'est la chose même, je tiens l'autisme au creux de la main, et c'est d'autant plus important, qu'autant le 19e siècle, pour la science, c'était, depuis le 17e, la physique. Il me semble, je ne sais pas ce que vous en pensez, que vraiment, la discipline du 20e, encore plus du 21e, c'est la biologie. On a changé de paradigme. Ce n'est plus la référence de Descartes, ce n'est plus la physique, c'est la biologie. Qui justement arrive à cette indécidabilité que la physique exclut. Il faudrait faire un atelier sur ça. Tout à fait. Le vivant, le vivant. Le vivant. Le vivant. Donc on a une conception mécanique du vivant, avec des cartes, etc. Et on avait quelque chose à voir. Et bien voilà, si vous voulez, c'était une conception du vivant qui se réduisait aux localisations mécaniques, qui faisait croire, comme ça, que si l'autisme était localisable, comme une tumeur, on pouvait en avoir un savoir unique, circonstancié et visible. Eh bien, ça ne marche pas comme ça. Autrement dit, toute représentation, même lorsqu'elle se part des attributs de la scientificité, elle porte en elle-même une vision idéologique de ce qu'on essaye de démontrer. Et que donc, même dans les disciplines les plus pures, les plus dures, les plus actives de la science, la représentation y a sa part, et que quelque part, les artistes, à leur façon, nous apprennent à ne plus gober de taches rouges, comme l'autisme enfin au creux de la main, et que ça, quand même, ça ouvre des perspectives.